Donc, bienvenue au webinaire Les Mardis de la donnée de santé. Donc, je suis Caroline Guillot, directrice en charge de la direction citoyenne au sein du Health Data Hub. Et on va vous présenter notre premier module de cette formation sur le système national des données de santé, sur sa base principale. Et il y aura à mes côtés Arthur Dauphin de France Assos Santé et Hervé Servi de Sanoya, mais aussi nos autres partenaires de la CNAM, de l'adresse et de la CNIL qui répondront en particulier aux questions à la fin, donc plutôt vers 12h30. L'idée étant de pouvoir vous présenter le premier module en 30 minutes environ. Donc, on va voir aujourd'hui ce que contient c'est juste avant la slide encore, Hervé, le SNDS historique. Dans cette formation, il y a vraiment plusieurs modules. Là, on veut juste voir quelles sont finalement les données qu'il y a dedans. Ensuite, dans d'autres webinaires et dans d'autres modules, pour que vous puissiez avoir un panorama plus global, il va y avoir aussi donc, un module sur l'accès aux données, qui finalement peut y avoir accès. On va aussi avoir un module sur, par exemple, vous êtes une association et vous souhaitez monter un projet, quelles sont les bonnes pratiques? Un autre module qui sera sur ce qu'on appelle le chaînage des données, ça veut dire comment on combine les données du système national des données de santé avec d'autres ressources. Et puis progressivement, on va rentrer comme ça dans un cas d'usage qui est le projet Hydro, pour savoir finalement, eh bien, quand on mène un projet qui combine le SNDS et d'autres sources de données et qui nécessite l'intelligence artificielle, bien, comment ça se passe concrètement? On verra aussi dans l'ensemble de cette formation sur le SNDS la plateforme du S-Data Hub qui, elle, met à disposition donc, sa plateforme pour porter des projets en intelligence artificielle, donc comment ça marche. Ce sera aussi une occasion de parler dans un autre module d'Open Data et on terminera sur un module consacré à un cas. Un projet de partage qui a été Vive Covid-19, porté par une association de patients. Donc ça, c'est un panorama global. Pour aujourd'hui, on se tient déjà à qu'est-ce qu'il y a dans le SNDS. On peut passer. Donc ce que l'on va apprendre, c'est ce que ça contient, comment c'est alimenté, quel type d'informations, puis on verra aussi, surtout, ce qu'il n'y a pas dans le SNDS. Et là, je laisse la parole à Arthur qui va se présenter. Merci beaucoup, Caroline, pour cette introduction. Donc, je suis Arthur Dauphin, je suis chargé de mission numérique en santé chez France Asso Santé, qui est donc une union d'associations de patients et d'usagers de la santé. Et donc, l'idée de vous présenter un petit peu le contexte, pourquoi est-ce qu'on vous parle du SNDS et effectivement, quel est un peu l'intérêt, c'est déjà d'expliquer que ce fameux système national des données de santé, il réunit des données de santé qui sont collectées et utilisées à des fins de gestion. Donc, c'est être remboursé, mais comment est-ce qu'on peut du coup transposer ces données pour finalement des fins de recherche et notamment des études d'intérêt public, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous donner à voir pour ce début. Donc, vous le savez, en France, nos dépenses de santé, elles sont couvertes, elles sont remboursées par l'assurance maladie. Si on prend l'exemple de Pierre, Pierre est bénéficiaire de l'assurance maladie française. Et donc, effectivement, quand il consulte un professionnel de santé, quand il récupère des médicaments à la pharmacie, quand il est hospitalisé, etc., il est remboursé. Et donc, chacun de ces remboursements, chacun de ces transferts d'argent est unique et il est identifié avec un code qui explique de quoi il s'agit, le montant qui est associé, la date, le bénéficiaire, en l'occurrence Pierre. Et donc, Pierre, il peut effectivement voir chacun de ces remboursements lui-même qui lui sont adressés, dont il bénéficie sur son compte Amélie ou aussi, par exemple, dans la rubrique remboursement de santé, dans mon espace santé, par exemple. Sur la slide suivante, du coup, l'idée, c'est de pouvoir vous montrer finalement, à partir de ces fameux remboursements dont on bénéficie tous, comment on peut retracer notre histoire médicale, au moins de manière partielle. Vous avez un premier exemple, cette frise chronologique rouge que vous voyez en haut, il s'agit de Luc. Luc, si on regarde dans la flèche rouge, effectivement, les différents remboursements dont il bénéficie, on sait qu'il a eu une consultation de médecine générale, on sait qu'il a eu une radiographie du genou, et on sait ensuite qu'il a eu une première et une seconde séance de kinésithérapie. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Parce que si on prend les données du système national des données de santé avec les données de l'assurance maladie, on ne voit que ça au début. Et donc, ce qu'on peut essayer en tout cas de comprendre, c'est que Luc, il a
a eu un petit accident de ski. Alors ça, on ne le sait pas forcément, mais on sait qu'il a consulté ce médecin généraliste, qui lui a prescrit cette fameuse radiographie et qu'il n'y a pas eu de lésions osseuses traumatiques et qu'il a effectivement, du coup, des séances de kinésithérapie qui ont suivi, pas d'hospitalisation, pas de choses comme ça. Si on s'intéresse à un deuxième parcours un peu différent, vous voyez sur la frise chronologique en dessous en orange, là on suit Nessima. Et donc si on regarde pareil dans la flèche ses remboursements, on voit qu'elle a une consultation de diabétologue, on voit qu'elle va chercher à la pharmacie un médicament A, on voit qu'elle revient une fois, deux fois chercher ce médicament à la pharmacie, on voit qu'il y a une consultation de médecine générale ensuite, et on voit un passage à la pharmacie avec un médicament A, son précédent médicament, et un médicament B qu'elle n'avait pas avant. Donc, si on essaye pareil, de retracer de manière très synthétique, schématique, avec cette première illustration, quel est le parcours de santé de Nessima, eh bien, Nessima est diabétique, pour ça, elle consulte son diabétologue en ville. Elle a son médicament A, qui est son antidiabétique par voie orale, qui est son médicament habituel, qui est efficace et qu'elle prend du coup régulièrement. Donc, elle va tous les mois à la pharmacie récupérer ses boîtes. Et en fait, Nessima, à son retour de voyage, elle va consulter son médecin généraliste pour une autre raison. Donc, on ne sait pas du coup quand elle fait sa consultation via les données du SNDS, mais on voit qu'elle prend un médicament B et qui s'avère être en fait un antibiotique et donc qui est prescrit pour la bronchite que Nessima a en plus du coup de son diabète chronique. Et donc, on voit qu'avec les données de remboursement de l'assurance maladie qui sont dans ce fameux SNDS, on peut retracer les historiques médicaux. Et donc, est-ce que finalement, on ne pourrait pas utiliser toutes ces données pour faire avancer la recherche? Et donc là, on va s'intéresser finalement à Sophie. Sophie, elle est chercheuse en épidémiologie. Donc, en fait, elle étudie les phénomènes médicaux qui concernent des centaines, voire des milliers de personnes pour mieux les comprendre. Et avec son institut de recherche, justement, elle souhaite étudier si, par exemple, la bronchite est plus courante chez les personnes diabétiques ou si certains traitements favorisent cette maladie ou pourraient avoir un accès protecteur. Donc, en fait, ce que nous dit Sophie, c'est qu'elle, elle a besoin, pour faire cette étude, pour essayer de dégager de l'information scientifique et médicale, elle a besoin de données individuelles. Mais elle ne s'intéresse pas à l'identité des personnes. Elle n'a pas besoin de savoir que Nessima, c'est bien Nessima et qu'en fait, elle a eu la bronchite peut-être quand elle était en vacances ou ça ou quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle a besoin de connaître des informations importantes pour améliorer justement les traitements médicaux. Et ça peut être l'âge ou le sexe des personnes, par exemple. Et donc, avec ce fameux SNDS, Système national des données de santé, elle va pouvoir accéder à une base de données qui a été spécialement construite pour son étude, avec du coup les seules informations nécessaires. Et donc, ce seront des données de remboursement de soins, mais qui ne contiendront pas d'éléments directement identifiants. C'est ce que je vous disais, pas de nom, pas le numéro de sécurité sociale, etc. Et donc, ce qu'elle va manipuler à travers un outil sécurisé pour réaliser des statistiques, ce seront des dates, ce seront des codes, ce seront des âges, etc., mais jamais des identités. Eh bien, on passe, merci Arthur, à une autre partie qui est donc finalement, mais d'où viennent les données que compose le système national des données de santé. Et dans ma vie de patient, finalement, il y a plein d'occasions où je génère d'une certaine façon de la donnée. Et donc, quelles sont ces situations et comment ça se passe? Donc, la première chose, c'est de se dire, bah, il y a la vie courante et puis il y a le SNDS. Et puis, dans la vie courante, on peut prendre l'exemple de Pierre. Donc, je suis Pierre Martinez, j'ai 55 ans, j'habite à Évreux, au 34 rue des Rosiers, j'ai 3 enfants. Je suis cadre dans l'industrie, j'ai un diabète de type 2, T2, et je suis en ALD, affection longue durée, depuis juillet 2013. En raison d'une chute de ski, j'ai été en arrêt de travail pendant 2 mois cette année. Je fume 5 cigarettes par jour, je pèse 92 kilos pour 170 centimètres. Qu'est-ce que l'on va retrouver cette fois dans le système national des données de santé? Ce que vous voyez surligné en bleu à gauche, c'est seulement ce que l'on retrouve dans le SNDS. Euh, je ne suis donc dans le SNDS plus vraiment Pierre. Je deviens un numéro. Et on a finalement, on a appelé ça un numéro ici d'identification anonyme, qui, soyons clairs, est un terme très simplifié. Les experts l'appellent autrement. Mais ce n'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est de dire qu'on passe finalement à un numéro, à un code, pour pouvoir m'identifier. Donc, on a retiré le nom, le prénom, le numéro de sécu, et c'est transformé en un code que je garde d'ailleurs toute la vie. Donc, dans le SNDS, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve l'année de naissance, on retrouve le sexe masculin, on retrouve qu'on est bénéficiaire ou non de la CMU, on retrouve qu'on est ou non
en affection longue durée. Et puis, pour l'affection longue durée, c'est souvent associé à un numéro. Vous êtes diabétique, c'est le numéro 8. Il y a ces types d'informations. Et donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Eh bien, il n'y a pas votre poids, l'âge, enfin le poids, le nombre de centimètres, etc. Donc, il y a des informations, mais il n'y a pas tout. On peut passer à la slide suivante. Dans la vie courante, Pierre va également aller, par exemple, donc, chez son médecin. Il a une toux depuis une semaine. Et puis, il consulte son médecin, le docteur Rado, le 3 juillet 2020, en fin de journée à 20h15. Il lui transmet sa carte vitale. Comme le dira Pierre, il m'ausculte et conclut à une bronchite et note dans son logiciel cet épisode, car ce n'est pas le premier cette année. Il me donne une ordonnance de médicaments antibiotiques. Il transmet à l'assurance maladie ma feuille de soins par son ordinateur, puis me rend ma carte vitale. Et alors, je règle la consultation et je serai remboursée dans quelques jours automatiquement. Dans le SNDS, encore une fois, c'est seulement ce qui est surligné en bleu que l'on va retrouver. Donc, on retrouve mon code, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, celui de mon médecin, qui en a un. Et il va y avoir chez mon médecin donc un enregistrement de type consultation, donc une consultation qui a eu lieu le 3 juillet. Et on va avoir aussi les honoraires du fait de la majoration. On peut voir par exemple si ça a été de jour ou de nuit. Et puis côté médecin, il y a aussi des informations, la spécialité, le lieu d'exercice, si c'est un médecin traitant ou non, si c'est conventionné ou non. Alors Pierre a été voir son médecin et puis il a une autre occasion puisqu'il a une ordonnance, il va passer maintenant à la pharmacie. Et à la pharmacie, même principe, ce qui est surligné en bleu, c'est ce qu'on va retrouver dans le SNDS. Et puis là, vous allez voir, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, l'important c'est de comprendre le principe, comment ça se joue. Et là, il va y avoir 3 codes. Le code du patient, le code du médecin, comme on l'a vu précédemment, et puis le code pharmacien. Alors, ce qui est intéressant, et ce qu'il faut avoir un petit peu en tête, c'est que lorsque je suis venue chez le pharmacien et que j'ai donné mon ordonnance, ça donne lieu à la délivrance d'un médicament qui va être remboursé. C'est notifié, on le voit. Mais si par ailleurs, dans le cadre de ce moment à la pharmacie, j'ai décidé de prendre au passage une crème hydratante qui, elle, n'est pas remboursée, eh bien celle-ci, on ne la verra pas dans le système national des données de santé. Donc, autre élément aussi à avoir en tête, quand vous passez à la pharmacie, on va avoir un code pour chaque boîte de médicaments. Et la boîte d'une marque de médicaments n'a pas le même code qu'une autre marque. Et de la même façon, une boîte, par exemple, de 6 médicaments n'a pas le même code qu'une boîte de 12. Et toutes ces informations, eh bien, on les a effectivement dans le système national des données de santé. Et on pourrait poursuivre encore et aller un petit peu plus loin, parce que l'expérience, c'est j'ai été chez mon médecin, j'ai été à la pharmacie, et pourquoi pas à l'hôpital. Il se passe exactement la même chose, c'est le même principe. Il y a un enregistrement qui peut se faire, et comme là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est, sans rentrer dans le détail, c'est qu'il y a des types d'enregistrements. Vous allez à l'hôpital, vous pouvez avoir un enregistrement de type hospitalisation, un enregistrement de type acte et un enregistrement de type imagerie. Pour l'hospitalisation, par exemple, vous allez avoir la date d'entrée et le diagnostic principal. Pour l'enregistrement de type acte, vous allez avoir l'enregistrement de ce qu'on vous a donné, comme type de médicament, par exemple. Et puis pour l'imagerie, on va savoir, par exemple pour le cas de Pierre ici, que vous avez fait un examen, une radio du thorax par exemple, mais on n'aura pas nécessairement le résultat. Voilà ce qu'il faut retenir du type de données, de ce qu'il y a dans le système national de données de santé, mais aussi de ce qu'il n'y a pas. Et je laisse maintenant la parole à Hervé Servi qui se présente. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Hervé Servi, je travaille pour une CRO. Une CRO, c'est quoi? C'est une société de services qui s'intéresse à des établissements ou ce qu'on appelle les promoteurs quand ils conduisent des recherches. On est aussi ce qu'on appelle un bureau d'études, c'est-à-dire qu'on fait partie des sociétés qui avons la connaissance et sommes enregistrés conformément auprès de la CNIL afin de manipuler le SNDS. Alors justement, finalement, ce SNDS, maintenant qu'on a compris d'où viennent les données, quel type de données est dedans et en fait surtout lesquelles ne sont pas, en résumé, on n'a pas l'identité des gens, puis on n'a pas les résultats d'un certain nombre d'examens. C'est juste qu'un examen, par exemple, a été fait. Alors, comment est-ce que l'on analyse? On va prendre un petit cas.
On va prendre un cas finalement qui fut à une époque une véritable préoccupation de santé publique, il est encore un petit peu. On va parler de la syphilis. La syphilis, en dehors du fait que c'est une maladie sexuellement transmissible, en fait, on peut se poser une vraie question. Et donc, on imagine que l'on est par exemple Sophie et on se dit, mais finalement, aujourd'hui en France, qui malheureusement est infecté par la syphilis, en France, au sens très large, métropolitaine, dom-tom. Et puis, bah, finalement, j'aimerais voir aussi un petit peu dans le temps, est-ce qu'il y a une évolution de cette infection qui se soigne assez bien d'ailleurs, et qui se soigne avec 2 antibiotiques. Il y a un antibiotique de prédilection, le basaténine, et puis il y a un autre antibiotique. La particularité de la syphilis, finalement, pour savoir si quelqu'un est compté, les gens qui ont eu une syphilis, c'est de se dire, mais finalement, comment est-ce que ça se diagnostique? Alors, on a un très bon diagnostic en laboratoire. Mais comme vous l'avez vu, on n'aura pas le résultat. Donc, je vais voir des gens qui font le test de diagnostic, je peux les compter. Je peux compter le nombre de tests de syphilis faits chaque année en France, aucun problème. Par contre, comment je sais les gens qui ont eu un résultat positif alors que justement, je n'ai pas le résultat? Ben, c'est là que justement, vous allez comprendre tout le principe des analyses SNDS, où c'est un petit peu d'astuce. L'astuce, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va regarder l'enchaînement. Et on a mis plusieurs cas, par exemple. Effectivement, par exemple, on va prendre le patient B. Il fait un test de syphilis, et puis dans ses remboursements, on ne voit rien en rapport avec la syphilis, notamment avec son traitement. On peut conclure que la syphilis est exclue. Ou alors, pas du tout soignée. Dans le SNDS, il y a toujours une légère marge d'interprétation et d'imprécision qui tient au fait que c'est une base de remboursement. À l'inverse, le patient, par exemple, A, on voit un test de syphilis, et puis quelques jours après, on voit délivrer en pharmacie la basintine, qui est donc le traitement antibiotique de prédilection. On peut se dire, normalement, c'est quelqu'un qui a une syphilis. À l'inverse, il y a des cas un peu plus flous. Pardonnez-moi. Le patient C, on sait que ce n'est pas la syphilis. On voit là un test de syphilis, mais on voit un antibiotique, très bien, mais pas du tout celui de la syphilis. Donc, a priori, c'est 2 choses complètement différentes. Peut-être à l'occasion d'un bilan sanguin, le médecin avait suspecté une syphilis, puis en fait, ce n'était pas ça. À l'inverse, le patient E, ça c'est un cas un petit peu plus subtil, ben en fait, on va avoir le traitement marqueur, c'est-à-dire qu'on va avoir la basatinine, on va même avoir, pour ceux que ça intéresse, le remboursement de l'acte infirmier qui consiste à une injection intramusculaire, une dans chaque fesse. Donc, on devra avoir deux codes le même jour. Donc, en fait, quand on a ça, on se dit, cet antibiotique ne sert que quasiment à traiter la syphilis, nonobstant qu'on n'ait pas le test, là, on peut compter cette personne comme ayant la syphilis. Donc, vous voyez, par exemple, pour répondre à une question toute bête, combien y a-t-il de personnes qui, malheureusement, sont infectées par la syphilis chaque année? En fait, il faut structurer un petit peu, et puis surtout, il faut partir du clinique, c'est de se dire, la chose que je veux voir, comment se soigne-t-elle? Et quelle trace le fait de la soigner va-t-il laisser dans le SNDS? Alors, vous voyez toujours, tout de suite d'ailleurs, une chose qui est importante, c'est que ce n'est pas toujours simple de trouver les gens qui sont atteints d'une maladie et qui malheureusement ne sont pas soignés parce qu'il y a un déni ou parce qu'il y a un retard de soins. On va voir, c'est une véritable discipline. Et donc, la première chose, quand on fait de l'épidémiologie, c'est de se dire, ben, en fait, comment je compte les gens qui m'intéressent. C'est-à-dire comment je trouve les gens qui ont une certaine maladie. Alors, des gens qui connaissent NDS vont vous dire, très bien, mais il y a par exemple les séjours hospitaliers qui sont très bien codés, parce que quand on est hospitalisé, l'hôpital, donc dans le SNDS, va laisser une trace, une durée, une date, mais aussi va donner ce qu'on appelle un diagnostic, une raison pour laquelle on est rentré à l'hôpital, et voir des diagnostics associés. Malheureusement, ces codages sont parfois imparfaits. Donc, en fait, quand on a l'habitude des analyses SNDS, on s'en sert comme un début de preuve, mais en fait, on va toujours le doubler. Il y a une chose qui est très importante. Le SNDS, c'est une base médico-administrative. Ce n'est pas une base médicale. Donc, en fait, toute information, on va essayer de la confirmer avec une autre information. Par exemple, pardon, on va regarder l'enchaînement entre deux remboursements. On va regarder, tiens, au moment de 3 janvier, telle personne, il y a une hospitalisation où il est indiqué, par exemple, que dans le contexte médical, il y a une polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune, mais on ne voit aucun traitement de la polyarthrite. A priori, peut-être une erreur de codage. Et c'est des erreurs, en fait, sont importantes, mais ce n'est pas des erreurs, entre guillemets, graves, mais c'est normal, c'est une base de remboursement. Donc, parfois, pour le remboursement, cette imprécision n'est pas grave, mais quand on s'en sert pour de l'épidémiologie, c'est un petit peu plus gênant. Et tout le travail des gens qui analysent le SNDS, que ce soit des structures privées ou des structures publiques, c'est justement d'apprendre à maîtriser ces faux amis et de mettre au point ce qu'on appelle des algorithmes qui vont permettre d'identifier de manière sûre ou quasi sûre la présence ou non d'une pathologie. Alors, un petit exemple, par exemple, si je voulais regarder
Par exemple, les personnes diabétiques, est-ce qu'elles font plus de bronchite bactérienne que les autres? Mais en fait, la première chose, c'est qu'il va me falloir trouver mes patients diabétiques. En fait, accrochez-vous. La manière que tout le monde aujourd'hui en France utilise pour repérer un patient diabétique, c'est quelqu'un qui consomme au moins 2 fois dans l'année des médicaments antidiabétiques. La palissade, vous me direz, mais en fait, c'est la manière la plus fiable. On se dit aujourd'hui, finalement, le diabète est si bien traité en France que on peut considérer que c'est une approximation finalement plutôt très juste. À l'inverse, donc pour répondre à cette question, et c'est là la puissance du SNDS, c'est qu'on va pouvoir trouver des gens qui ressemblent à nos patients diabétiques, mais qui n'ont pas le diabète. Parce qu'on appelle ce qu'on appelle en fait avoir une population d'appariement. Donc, je vais avoir une population, et puis de l'autre côté, je vais avoir leurs jumeaux en termes d'âge, de sexe, voire de recours à la CMU, enfin toutes ces choses-là et je vais pouvoir comparer. Après, la question, ça veut dire qu'est-ce qu'une bronchite? Et là, effectivement, c'est le lien toujours entre le clinique, entre des médecins et des experts de la base, pour mettre au point un algorithme, les experts appellent ça un proxy, et on va s'interroger, qu'est-ce que c'est avoir une bronchite? C'est en général avoir un traitement antibiotique, on cherchait les bronchites bactériennes, il y a souvent une radio des poumons avant, quand même. Il y a souvent eu des corticos. Ou à l'inverse, peut-être qu'on est tout de suite rentré par l'hôpital. Mais alors, dans ce cas, à l'hôpital, il faudrait vérifier quand même qu'on n'y est pas rentré pour complètement autre chose. Par exemple, un cancer précédemment ou ces choses-là. Et donc, ça va être l'art de définir ces proxys, où on va chercher en général d'avoir les proxys les plus sensibles. Et vous comprenez que toute conclusion épidémiologique doit effectivement être le résultat d'un fin ajustement entre qu'est-ce que l'on veut trouver et est-ce que l'on ne recrute pas, est-ce qu'on ne screen pas trop large ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'on n'est pas trop fin et finalement, en fait, il n'y a personne parce que cette prise en charge n'est pas la vraie, véritable, celle qui est pratiquée dans la vie de tous les jours, dans les établissements de soins et auprès des médecins. Voilà, entre guillemets, le principe de quand on conduit une analyse SNDS. Caroline. Exactement, merci Hervé. Qu'avons-nous appris et qu'est-ce que nous voulions finalement comme niveau de connaissance, comme compréhension minimale finalement sur le système national des données de santé pour ce qui est en tout cas des données contenues dedans et ce qu'on peut en faire. Il y a au moins deux choses vraiment pour nous importantes. La première, c'est que analyser le SNDS pour répondre à un objectif de recherche, ça demande à croiser deux visions. Une première vision qui est clinique, c'est-à-dire comment est pris en charge le patient pour telle maladie. Et puis de le croiser avec une vision plutôt remboursement, en se demandant comment est remboursé tel acte et avec quel code et comment aller le chercher. Et finalement, ce qu'on doit garder en tête, c'est que trouver l'information, c'est quand même un jeu de pistes. Pour le dire de façon plus vulgarisée, Pierre, il ne se retrouve pas dans le SNDS où on appuie sur un bouton, il va y avoir tout d'un coup. Non, il y a véritablement une recherche à faire. C'est un jeu de pistes, ce sont des déductions. Et on va chercher à déduire que si le patient, comme tu le disais Hervé, prend tel médicament, associé peut-être aussi à un autre médicament, alors il est diabétique. Et cette recherche, on voit bien finalement que c'est un travail important, rigoureux et de déduction pour pouvoir utiliser le système national des données de santé, et aussi parce il y a énormément de données, mais qu'il n'y a pas non plus toutes les données dans le système national de données de santé. Hervé et Arthur, est-ce que vous voulez ajouter un mot de conclusion avant de passer aux questions-réponses? Pour ma part, on va regarder les questions-réponses et donc surtout les questions qui sont très riches et très pointues. Non, et je pense qu'effectivement, on voit beaucoup d'intérêt dans les questions que vous voyez peut-être pas forcément tous parmi les participants. Certaines sont en privé, mais beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements. Mais on voit qu'effectivement, c'est un sujet qui vous intéresse et que ce premier module commence en tout cas à vise plutôt juste aussi comme introduction de tout cet ensemble de formations citoyennes. Donc, je vais laisser la place pareil aux réponses des questions qu'on n'aurait pas encore abordées. Tu veux que je les prenne une par une? Très bien. Alors, une première de Anne, sinon, est-ce que tous les traitements non remboursés ne sont pas collectés dans le SNDS? Alors, oui, effectivement, si un traitement ne donne pas lieu à remboursement, effectivement, qu'il soit direct ou indirect, parce qu'à l'hôpital, ce n'est pas vous qui payez vos traitements, c'est l'hôpital qui se fait rembourser, il est dans le SNDS. Mais si c'est un médicament qui est non remboursé, il n'y a pas de flux, donc il n'est pas dans le SNDS.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, ça bouge dans tous les sens. Ça a bougé. Je pense. C'est pas pratique. Donc, alors, il y a des commentaires sur les exemples que l'on a pris, effectivement, que ce soit sur la syphilis, merci Marjorie, ou sur la polyarthrite. Mais ce qui est une chose qui est essentielle, c'est qu'en fait, quand on analyse le SNDS, en fait, on peut plonger dans le passé. Le SNDS, c'est aujourd'hui plus de 10 ans de données disponibles, que ce soit sur les hospitalisations, les traitements. Et en fait, c'est vrai que quand on fait ces analyses, on doit aussi demander au médecin, mais au fait, comment on traitait les patients il y a 5 ans? Parce qu'effectivement, si on se dit, bon, aujourd'hui, la manière sûre de trouver quelqu'un qui a un diabète, c'est ça, peut-être qu'à 5 ans, c'était différent. Ou peut-être qu'à 10 ans, c'était différent. Donc, effectivement, il faut l'apprécier toujours en disant, ah oui, mais cette année-là, pendant ces années-là, on n'utilisait pas ça en première intention, donc ce n'est pas un bon marqueur du traitement, par exemple. Il y a une question, est-ce qu'il y a des possibilités de chaîner les données du SNDS? Caroline, peut-être veux-tu faire du teasing? Bah, ça, on le verra justement dans l'un des prochains modules. Donc, on va très largement parler. Et même, il y en a un qui sera vraiment exclusivement consacré sur celui-ci. Et après, on le verra en cas d'usage avec notamment le projet Hydro. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça se passe et pourquoi on le fait. Ça aboutit à quel résultat, quel bénéfice aussi pour la recherche et donc demain pour les patients. Alors, il y a une question très intéressante et un petit peu pointue sur le fait que Tara comprend tout à fait que l'on a des examens, des données, des spécialistes, des localisations. Finalement, est-ce que c'est véritablement complètement si anonyme? Alors, peut-être une toute petite parenthèse. Il y a une chose qui est très importante. Il n'y a pas de trait directement identifiant. Pas de nom, pas de numéro de sécu, pas ces choses-là. Mais vous avez tout à fait raison que finalement, l'enchaînement de plusieurs dates ou de traitements très pointus pourrait finalement permettre de se dire, tiens, on pourrait peut-être présupposer que c'est quelqu'un. C'est ce qu'on appelle désanonymiser. C'est strictement interdit. Et ça fait partie effectivement des choses auxquelles s'engagent les gens qui ont les autorisations d'accéder au SNDS. C'est extrêmement surveillé. La plupart des accès, d'ailleurs, sont sous la supervision sur des ordinateurs distants, on va en parler une autre fois, opérés par la CNAM. Et donc, ce genre de pratique est strictement encadré. Et il y a l'anonymisation, entre guillemets, technique, mais il y a surtout les gens qui accèdent sont identifiés nominativement. Ils ont des systèmes de sécurité, on sait qui fait quoi. Et ce genre effectivement, de tentative est très fermement surveillé et réprimandé. Voilà pour l'information, mais vous avez tout à fait raison qu'un enchaînement de dates, dans des cas un peu particuliers, pourrait devenir une information identifiante. Est-ce qu'il est envisagé qu'à terme, les résultats des actes puissent être intégrés au SNDS? Monsieur Guissot, peut-être que vous voulez répondre là-dessus? Oui, je peux répondre au moins sur le principe, parce que effectivement, le SNDS aujourd'hui ne contient que des actes réalisés et pas les résultats. Il est certain que pour mieux analyser finalement les performances du système de santé et performances du système de soins, c'est-à-dire finalement le résultat pour le patient lui-même, est-ce que son état s'est amélioré, est-ce qu'on a arrangé, évidemment, les résultats sont tout à fait intéressants à intégrer. Néanmoins, pour ça, il faut évidemment modifier un certain nombre de choses, et notamment que ces résultats soient collectés quelque part et qu'on puisse ensuite les mettre dans le SNDS ou les apparier avec le SNDS. Par ailleurs, je dis bien apparier avec le SNDS parce que euh, aujourd'hui, la base principale telle qu'elle est connue n'a pas vocation non plus à devenir toutes les données de santé de France et de Navarre, etc. Et simplement avoir parfois des bases de données complémentaires intéressantes, notamment celles qui ont été citées là sur les résultats en santé, qui permettront de mettre en place des projets particuliers. Mais l'avantage de mettre des projets particuliers, c'est qu'on contrôle leur finalité et on contrôle le qui fait, le qui les font, pourquoi faire. Et évidemment, c'est ça le sujet important. Mais ce sera évidemment un des axes forts des prochaines années, c'est d'intégrer des résultats en santé dans le cadre du SNDS élargi. Claude, est-ce que tu peux, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, hein, excuse-moi, te Ah, pardon, présenter pour tout le monde? excusez-moi. Euh, donc, Claude Gissot, je suis à la DRES, donc au ministère de la Santé, Direction de la Recherche, Études, Évaluation et Statistiques. Et donc, c'est la DRES qui pilote pour le ministère le système national des données de santé. Et c'est pour ça que je suis permis d'intervenir sur la question. Est-ce qu'on a encore un petit peu le temps? Je peux pas être un petit peu en même temps. Oui, oui, oui.
Il y a énormément, c'est vraiment formidable de voir l'intérêt effectivement sur ces choses. Notamment, bon, après, il y en a certaines qui vont empiéter un petit peu sur les prochains webinaires, notamment comment les chercheurs ont accès aux données, sont-ils triés, sont-elles agrégés. Alors, sans discloser, il y a un prochain webinaire qui parlera spécifiquement de qui accède, comment. En général, la règle est que vous avez accès aux choses qui sont d'intérêt pour vous, vous étant le participant à un projet. C'est ce qu'on appelle des accès par projet. Si je fais une étude sur les gens avec un diabète, je n'aurai que les gens avec un diabète, ou en tant que membre d'un établissement, par exemple l'Agence nationale de sécurité des médicaments ou les centres hospitaliers universitaires. Et là, dans ce cas, mes accès pourront être éventuellement un peu plus élargis, mais peut-être sur moins longtemps dans le passé. Donc, le principe du SNDS, c'est que c'est une base effectivement, qui est entretenue par les moyens de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et des vues, entre guillemets, sont confiées à différents acteurs, donc des acteurs permanents ou des acteurs par projet, et qui ne concernent toujours, jamais personne n'a accès, si vous me permettez l'expression, open bar, à toutes les données du SNDS. Ce que nous verrons donc dans de prochains. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Après, il y a une chose très intéressante sur les droits d'accès. Pareil, il y aura un webinaire là-dessus. Mais oui, le SNDS, comme tout traitement, à la différence qu'il est fondé par la loi, il y a bien sûr des mécanismes d'exercice des droits individuels. Et d'ailleurs, vous trouverez ces informations, me semble-t-il, sur le site de l'ACTAM, où effectivement il y a possibilité d'exprimer ces droits individuels auprès, normalement, je crois, du directeur régional de l'assurance maladie. De mémoire, je parle, si quelqu'un veut m'aider, avec grand plaisir. On va dire directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, caisse primaire, pardon. C'est pas grave. Y a-t-il des liens entre le SNDS et mon espace santé? Caroline, peut-être, ou tu veux si peut-être éventuellement je réponds à cette question. Les données qui sont de remboursement sont présentes de manière nominative dans mon espace santé. Vous l'avez dans l'historique de remboursement, c'est déjà ancien, etc. Et ce qui permet évidemment aux médecins aussi de pouvoir accéder, etc. Et évidemment, ces données-là sont nominatives, sont la propriété du patient et c'est le patient qui gère leur accès et il n'y a pas d'autre possibilité d'y accéder. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les données de remboursement sont à la source envoyées dans le SNDS de manière pseudonymisée, en enlevant tous les traits d'identité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, en réalité, on retrouve des données équivalentes, mais ce n'est pas du tout mon espace santé qui alimente le SNDS, pas du tout. C'est deux choses totalement indépendantes. Tout à fait. Une des personnes aussi demande, finalement, alors je ne l'ai plus, je l'ai lu très rapidement, pouvons-nous voir des résultats? Eh bien, ça existe. Il suffit par exemple d'aller sur le site du Health Data Hub et dans répertoire public, il y a la liste de l'ensemble des projets qui sont donc montés. Et il y a évidemment, quand ces projets ont lieu et qu'il y a des publications, des communications, des résultats, ils sont aussi indiqués progressivement sur le site. Et ça, vous pouvez déjà le voir. Il y a une question sur est-ce qu'il n'y a que les bénéficiaires de l'assurance maladie générale qui sont le SNDS? Donc, depuis un certain nombre d'années, l'ensemble des caisses, que ce soit la caisse du régime agricole, de tous les régimes, même militaires, ont été intégrés au SNDS. Et je crois que, Claude, aujourd'hui, on est entre 96 et 98% oui, tout à fait. de couverture de la population française. En gros, depuis 2010, on est dans vraiment interrégime, c'est-à-dire que la totalité des régimes alimentent, et ce qui permet d'avoir effectivement cette exhaustivité de la population, cette quasi-exhaustivité qui nous permet aussi d'avoir une puissance statistique et surtout une puissance, entre guillemets, de représentativité de l'ensemble des régimes, ce qui est important puisque, évidemment, les régimes étant associés parfois à des catégories socioprofessionnelles, vous pouvez avoir des biais, typiquement le régime agricole a des pathologies particulières ou des risques particuliers, notamment d'exposition, et on en parle beaucoup en ce moment sur les produits phytosanitaires, et c'est évident que si on ne les a pas, on ne peut pas faire des études sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on les a, et on les a depuis maintenant un grand nombre d'années, ce qui nous permet déjà de faire plein d'études tout à fait intéressantes, quelles que soient les sous-populations.
Une question très intéressante sur les données des essais cliniques, sont-elles intégrées dans le SNDS? Aujourd'hui, non. Voilà. On verra. Oui, voilà. Non, mais je dis aujourd'hui non, dans le sens que les essais cliniques sont faits par des partenaires, enfin, soit par des établissements de santé, soit par des entités de santé, soit en partenariat avec comment dire, les industriels, et que, évidemment, tout ça fait partie d'un schéma d'études et d'expérimentation qui, par ailleurs, souvent expérimentent des produits qui ne sont même pas encore remboursés et qui ne sont même pas encore en ligne au remboursement. Donc, de toute façon, vous auriez du mal à identifier ces produits-là. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'y arrivera pas, parce que, évidemment, c'est tout à fait intéressant de voir comment les essais cliniques qui travaillent avec les sous-populations qui sont souvent choisies, ou en tout cas cylindrées, ou en tout cas, comment on va dire, traitées pour garder les cas qui sont le plus exemplaires du travail qu'il y a à faire pour examiner les effets des médicaments en particulier. On voit bien que ça peut occasionner un sorte de biais, et que donc, c'est très intéressant. Mais pour le moment, non. Voilà. Alors, corollaire, y a-t-il des liens entre le SNDS et les comptes cohortes? La réponse est oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il est possible, on va le voir, c'est le thème d'un des prochains webinaires, décidément, il y a de l'intérêt pour la suite. Il est possible, dans des circonstances effectivement extrêmement bien décrites, particulièrement contrôlées par les autorités, dont la CNIL, de faire un lien entre des gens qui participent à une cohorte et leurs données dans le SNDS. Dans ce cas, c'est des procédures particulières, parce que tout en gardant justement ces notions de non-identification directe, la Caisse nationale de l'assurance maladie, elle, pour vous rembourser, c'est bien qui vous êtes, donc est capable de vous mettre à disposition un extrait du SNDS, mais filtré sur les personnes participant à une cohorte. On verra, c'est un projet du thème d'un prochain webinaire, et effectivement, c'est une chose extrêmement puissante. Voilà. Il y a aussi un commentaire donc d'Alain Olympi, effectivement, que je salue, qui dit bien qu'on a un club des associations au sein du SData Hub, et qui évidemment a pour vocation en fait de monter en connaissance sur le sujet, et donc pas que à travers cette formation, mais on va évidemment bien au-delà. Et évidemment, si parmi les participants, il y a des associations intéressées, qu'elles n'hésitent pas à nous écrire ou à écrire à Alain pour pouvoir travailler avec nous sur l'ensemble de ces éléments. Et d'ailleurs, il y a une chose importante, c'est qu'en tant que nous, on peut le témoigner, en tant qu'acteurs qui manipulons le SNDS pour le compte de promoteurs académiques, hospitaliers ou privés, on voit aussi l'émergence des associations de patients comme porteurs de projets sur le SNDS. On pensait que le SNDS était quelque chose de très compliqué. Oui, ça reste quand même quelque chose d'assez subtil à réaliser. Mais aujourd'hui, dans l'esprit un petit peu de démocratie sanitaire et de démocratie des données, on a les premières associations qui ont réalisé des projets afin de répondre à quelques questions d'épidémiologie qui les intéressaient et qui n'étaient pas répondues par la communauté scientifique habituelle, et donc qui ont porté des projets, et donc c'est tout à fait possible et c'est tout à fait atteignable dans des délais raisonnables. Est-ce qu'il y a une autre question, Caroline, que tu voudrais qu'on prenne? Parce que le temps tourne, je crains. Je pense qu'on est, oui, enfin, il y en a tellement qu'on va pouvoir répondre à toutes, mais on peut les saisir, et puis, comme on s'était dit, pouvoir y répondre de façon peut-être asynchrone. On s'était donné comme ambition de faire des webinaires relativement courts pour que chacun puisse participer. Et donc, le prochain webinaire, lui, sera vraiment axé sur l'accès au système national des données de santé, donc qui y accède. Et ce sera donc le mois prochain. Eh bien, une dernière question ou on close? Si tu veux me prendre une dernière, aucun problème. Alors, il y en a une, je trouve, qui est très intéressante, qui parle des effets indésirables, et je pense que c'est une des opportunités majeures du SNDS. C'est qu'effectivement, le SNDS est il n'y a quasiment aucun autre pays au monde qui, de par un fonctionnement très centralisé de son système d'assurance maladie, dispose d'une base qui vous donne l'ensemble des événements médicaux, les hospitalisations, les médicaments délivrés, les fréquences de consultation au niveau d'une population entière. Et effectivement, notamment pour ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire scruter s'il n'y aurait pas certains ennuis, certains problèmes sur des médicaments ou des interventions. Est-ce que chaque fois qu'on fait une appendicite dans les 2 ans, est-ce qu'on a tel problème?
ou une aspendicite sans retour à domicile immédiat. Le SNDS est un formidable outil d'épidémiologie au service des populations. C'est notamment sur la question de la surveillance des effets des médicaments ou des dispositifs médicaux ou de certaines interventions que le SNDS porte déjà des premiers résultats très intéressants depuis de nombreuses années et où il y a énormément d'attentes parce que c'est une question qui nous concerne tous et sur lequel il y a une prise de conscience du grand public croissante. Je me permets de compléter, si tu peux me Hervé. Bien sûr. Le groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle EPIPHAR, qui a été créé entre la NSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, et la CNAM, ont fait de nombreuses études justement sur ces questions-là. Et je vous renvoie à des sujets comme la dépakine, comme les dispositifs Essure, comme le baclofène, comme, etc. Donc, vous regardez sur le site d'EPIPHAR, vous avez nombre d'études concernant cette question qui sont très importantes, comme l'a dit Hervé, parce que ça permet de prendre des décisions publiques d'intérêt pour les patients. Et si je prends par exemple la dépakine qui a permis à l'ANSM de produire des documents la dépakine, c'est un médicament qui est pris pendant la grossesse, génère des problèmes sur les enfants à venir, retards mentaux et voire des malformations encore plus importantes. Et donc, ça a permis de réduire de manière drastique et très importante l'utilisation de ce produit pendant la grossesse. Et du coup, on voit bien tout l'intérêt que ça a pour les décisions publiques en médical et qui améliore finalement le sort des patients à la fin, puisqu'il y a moins de risques. Parfait. Eh bien, c'est l'occasion donc de remercier d'abord les participants et donc d'être venus franchement très nombreux, mais aussi évidemment l'ensemble des partenaires de cette formation citoyenne, donc France Assos Santé, l'adresse, l'assurance maladie, la CNIL, et puis bien entendu avec le concours de Sanoya pour la réalisation de l'ensemble de ces modules. Merci beaucoup et rendez-vous donc au prochain webinaire, donc le mois prochain, sur l'accès, qui accède aux données du Système national des données de santé.